Donc du coup, quand on a vu la première partie, c'était voilà le cadre générique et les apports fondamentaux qui sont vraiment importants d'entendre. On vous en voudra pas de savoir un TENS transmédulaire, ou TENS ou stimulation transmédulaire, c'est pas le problème. Mais de comprendre qu'il y a des moyens qui existent, quel que soit le stade de prise en charge de la douleur, ça demande quand même de la rigueur. On s'invente pas, médecin de la douleur par exemple du jour au lendemain, etc. Ça c'est important de connaître les environnements, qu'il y a des choses à faire et qu'on laisse pas les gens souffrir inutilement dans des lits. Vous savez, le début des soins palliatifs c'était ça. Je continue en même temps. Le début des soins palliatifs en France, enfin même tu le connais, hein, c'est Dame Cicely Anderson, tout le monde la connaît. C'était une gériatre londonienne. Alors on l'a dit, elle était jeune gériatre, ça n'existait pas la gériatrie encore. Hein. Et il y avait ce qu'ils appelaient les mouroirs. Il y avait 300 ou 600 lits à Londres comme ça, je ne sais plus combien. Et elle tourne, la première fois qu'elle tourne, un seul médecin pour 600 lits, c'est un truc de fou. Ils étaient 2, je crois. Et puis elle s'étonne de voir dans des lits plein de gens qui restaient 24 heures sur 24, donc grabataires dans des lits. Et puis elle s'est dit, mais c'est pas normal. Et elle a commencé à évaluer les situations. Et alors je vous la fais courte. À la prise en charge, après avoir évalué, il y a un tiers des gens, par des actions coordonnées et adaptées, sont redevenus mobiles, ils ont bougé, c'était normal. Il y a un tiers qui était semi-dépendant, et puis après, un autre tiers qui était vraiment, effectivement, grabataire. Et elle a commencé à prodiguer les soins palliatifs, etc. C'est comme ça que ça s'est créé. La culture de l'évaluation. Et ça a transformé la vie de plein de gens. Hein. Bon, tout ça pour dire que la question qu'on doit se poser, c'est comment on peut, nous... Ça marche pas. Madame Léa, il y a un souci technique. Comment ça fait? Ah, je sais pas. Ah bah non, c'est bon, j'ai fatigué déjà la... Je sais pas. Donc finalement, la question qu'on va se poser, c'est dans cette dernière partie, dernière partie de ma partie, comment, en tant qu'ESPREV, on peut amener un travail collaboratif. Parce que le kit EPADOL, c'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier l'ensemble des gens qui ont participé au groupe. Un grand merci. J'avais aussi, au début, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Aurélie Lodato. Merci à toi. Et puis Madame Dupont, avec votre bienveillance connue. Donc, parce que c'était pas forcément toujours simple, mais c'est très bien. Merci à tous, en tout cas. Donc, l'idée, c'est le kit EPADOL, c'était ça. C'est comment on introduit, comment on travaille dans des équipes sur un sujet comme aussi important que la douleur. D'accord ? Et alors, on va plus s'intéresser finalement sur qu'est-ce que nous on peut apporter. D'accord ? Alors, premier exercice, si vous voulez bien, si ça marche, vous pouvez flasher ça. Vous aurez une question ou deux. Attendez, si ça marche. Hein. C'est comme ça ? Si ça marche pas, on passera comme ça. Ouais, ok. Tu me dis pour le temps. Hein. Ok. Alors, c'est deux petites questions simples, mais qui peuvent changer la vie. Alors, ça marche ou... Votez, il n'y a personne qui répond. Donc la première question, vous l'avez bien vu, c'est sur quoi reposerait une action réussie de prévention de la douleur en EHPAD. Parce qu'il faut aussi vous interroger là-dessus. Parce que si vous appropriez un petit peu hein. Alors essayez de répondre en un mot. Hein. Si vous mettez une phrase, ça marche moins bien. Non mais c'est pas grave, celles et ceux qui ont mis 3 lignes, c'est pas grave. Mais si vous voulez que ça soit parlant, un mot ça suffit. Quel est le mot saillant pour la première des questions ? Comment nous, ESPREV, on peut intervenir là-dessus ? Quels sont les facteurs de succès ? Connaissant maintenant l'environnement des EHPAD et avec le bagage scientifique qui vous a été donné. Alors, j'ai les mots ici, et alors du coup, ça ne marche plus ? Ah, il n'est pas connecté ?
Si, voilà. Ah oui, alors il y a un nuage de mots qui apparaît. Bon, faites-nous confiance parce que je pense qu'on va pas le faire. Alors dans le nuage de mots, il est marqué la première des choses, et bravo Pascal, puisque apparemment tu as peut-être influencé, il est marqué Pascal Lévesque. Non, je rigole. C'est pas vrai. Il est marqué évaluation et formation. Vraiment en gros. D'accord ? Ensuite, après, il y a collaboration, écoute, soignant, motivation. Vous avez été très prolifique, hein, c'est super. Mais le trio de tête, c'est toujours pour l'instant la même. Évaluation, formation, collaboration. Puis ensuite, il y a plein vraiment de choses. Bah, je crois que ça, c'est très révélateur. Hein. Évidemment, on ne fera rien si on n'arrive pas à acculturer. Et le kit EPADOL sert à ça, à donner les informations nécessaires pour pouvoir avoir une meilleure évaluation, participer à un effort de formation. Évidemment, on est des collaborateurs. On dit toujours, je m'excuse si je répète la même phrase, mais l'ESPREV est je l'ai déjà dit pour d'autres situations, mais l'ESPREV, c'est vraiment un partenaire et c'est pas un prestataire. Le prestataire, je vous passe une commande. Vous le faites. Mais c'est un peu comme le référent. Finalement, il externalise cette prévention. Le partenaire, vous construisez. Et ça marche. Parce que du coup, c'est pérenne. D'accord ? Et c'est pas un one shot, c'est pas une fois, ça va acculturer, etc. Donc ça, c'est bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait là ? Vous êtes 56 à avoir voté, c'est bien. Vous êtes 56 ? 56 réponses. Ah, réponse, ouais, d'accord. Bon, voilà. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a compris le principe, c'est qu'évidemment, on va faire. Alors, finalement, quelques chiffres, parce que alors, je suis pas maniaque des chiffres, mais c'est bien de les avoir. Vous savez que il y a des fourchettes, hein, ça c'est des études. On parle de douleurs chroniques. Évidemment, depuis le début, il y a eu aussi, mais dans le kit EPADOL, c'est bien expliqué. Vous avez évidemment la problématique des douleurs aiguës, qui est une autre problématique. Vous avez la problématique des douleurs induites par les soins, qui est une autre problématique. Et puis, vous avez l'étendue, la marée des douleurs chroniques. Vous voyez que douleurs chroniques, je vous l'ai dit, hein, 50 à 80% des résidents ont des douleurs chroniques. Il y a une définition bien connue d'une douleur chronique, en théorie. C'est une douleur qui dure dans le temps, d'accord, 6 semaines ou 3 mois, je sais plus. 3 mois, et on l'oublie toujours, malgré les traitements. C'est pas, je souffre pendant 3 mois, mais j'ai pas été traité. C'est pas une douleur chronique, ça. Ça, c'est une erreur de prise en charge. Ça n'a rien à voir. Donc là, on est dans les douleurs chroniques. Vous voyez, 80% au maximum, c'est beaucoup. 40% n'ont pas de traces. Vous voyez l'étendue, hein, d'accord, de traitement. Ça veut dire que d'un côté, vous avez au minimum 50% des gens qui souffrent, et de l'autre côté, vous avez 40% qui n'ont même pas de traitement. Donc vous voyez l'étendue du problème, et puis 60% des douleurs chroniques bénéficient d'un traitement antalgique adapté, alors que des solutions autres existent. C'est aussi l'intérêt du kit EPADOL de rappeler tout l'étendue des prises en charge, et notamment des interventions non médicamenteuses. Parce que la douleur, évidemment, c'est un modèle, souvent on réduit ça à ça, mais on dit, il y a une autre définition, c'est un modèle biopsychosocial. Biologie, c'est tout ce qui a été rappelé aussi. D'accord ? Psycho, c'est la dimension psychologique qui a été aussi rappelée, mais social, l'environnement. On sait très bien que les circonstances de la douleur ne sont pas les mêmes. Vous savez, il y a une aparté aussi, mais j'aime bien la faire. Il y a eu, pendant la guerre que vous n'avez pas connue, Yougoslavie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, certains, alors. Ça donne une petite idée de l'âge qu'on a. Mais bon, beaucoup n'ont pas connu cette guerre-là, à Serbie et tout ça. Et puis, ils ont fait une enquête sur des douleurs. Là, parce qu'il y a eu des bombardements. Là, en fait, une des caractéristiques, c'est que c'était une guerre qui se passait dans les villes aussi. Et donc, il y a eu une population qui a été suivie, les mutilés de guerre, d'accord ? Et en distinguant la population des mutilés de guerre qui étaient dans l'armée, et puis les mutilés de guerre civils. Eh bien, la répercussion douloureuse chez les mutilés de guerre civils était perçue beaucoup plus important, de façon importante, que chez les militaires. Pourquoi ? Chez les militaires, je suis blessé, c'est une valorisation, c'est une blessure de guerre, d'accord ? Il y a la pension, la reconnaissance, la médaille éventuellement, etc. Et contre toute attente, ça marche quand même. Et l'autre, c'est une victime civile. Ça n'a plus du tout pareil. J'ai subi, on m'a arraché, etc. Et donc, du coup, il y a aussi le facteur psycho et aussi social, la reconnaissance, comment on regarde les gens.
Alors, transposé à l'EHPAD, c'est pareil aussi. Enfin, vous voyez, et la douleur qui est chronique, qui s'installe, qui est non prise en charge, etc., va générer elle-même d'autres problèmes. Et une image de soi-même qui se dégrade, enfin plein de choses comme ça. C'est pour ça que les approches, notamment psychomotriciennes, peuvent être utiles aussi. Pas toujours, mais utiles aussi. Ça. Ok. Alors voilà, on continue. Donc la prévention de l'EHPAD, on voit que finalement les objectifs, quand on veut co-construire une action, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il faut qu'on définisse des objectifs ensemble, communs, etc., autour de la table. L'objectif, c'est quoi? On essaye d'améliorer complètement les compétences des soignants. D'accord? Ça ne veut pas dire que moi, je suis meilleur soignant que l'autre. Ça veut dire que je dispose d'informations, je mets à disposition, je fais des liens qui permettront d'augmenter la compétence. Je peux dire, voilà, dans cette situation-là, il faut faire appel à un travail de l'EMASP, par exemple. Vous voyez, de faire du lien, etc. Ça peut aider à... Encore une fois, il n'y a pas de glissement de tâches. On n'est pas des super algologues. Tout d'un coup, on s'est transformé. Et puis, l'Express, ça veut dire que vous seriez des super algologues, des super sexologues maintenant, bientôt. Oui, quand même. Même si je doute pas des capacités, mais bon. Alors, favoriser et renforcer la collaboration interprofessionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire le lien. Première des choses, c'est évidemment connaître l'environnement qui est autour de nous. Tout ce qui est douleur. Les CLUD, les consultes, etc. D'ailleurs, dans le livret, vous avez vu qu'il y a, pour aller plus loin, il y a un petit encart là-dessus. C'est très important. Quels sont les correspondants à laquelle ils pourront faire appel, etc. Donc ça, c'est important. Le dépistage de la douleur non traitée, évidemment, c'est intéressant aussi. Et donc, comprendre comment ça se passe, etc., les actions de formation. Clairement, l'objectif principal, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie du résident. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on vous donne, vous savez que c'est un enjeu majeur. Vous le voyez de l'extérieur, mais les personnes qui le... Alors, je sais que certains d'entre vous ont des doubles casquettes. Ils travaillent aussi en EHPAD, ça je le sais. Mais là, je m'adresse à la partie ESPREV. Mais du coup, vous savez que dans le quotidien de ces résidents-là, c'est pas forcément la perception qu'ils en ont, en tout cas. D'accord? Donc, vraiment essayer d'améliorer l'histoire de vie. Donc ça, c'est un prérequis. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est imbriquer toutes ces choses-là qui parfois paraissent pas faciles à mettre ensemble. Les SPREV, les résidents, les équipes des EHPAD et les aidants. Les aidants fondamentaux. Vraiment. Les aidants, il faut essayer de les impliquer. Alors, c'est pas vous personnellement, mais je pense qu'avec des actions de formation l'éducation thérapeutique, on en parle énormément et c'est très bien, mais aussi ce qui marche bien aussi, c'est quand l'aidant est intégré dans cette éducation, parce que il sera plus qu'un allié thérapeutique. Ça vraiment, ça parfois même des fois des collègues. Enfin, considéré comme des collègues. Vous réagissez si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Donc finalement, voilà, l'approche, elle doit être ce que vous avez dit, collaboration. Finalement, je redis par avance ce que vous avez déjà dit. L'approche pluridisciplinaire et collaborative des ESPREV, elle doit être vraiment là. Donc, dans la mutualisation des ressources, on a à disposition, et c'est une grande chance, beaucoup de structures, beaucoup d'intervenants sur ces sujets-là. Il faut juste les connaître. Et savoir, on va dire, vous savez, on dit on stresse quand on arrive à son niveau d'incompétence. Alors, les gens, ils comprennent pas bien cette phrase. C'est pas que, ça veut dire que les choses que je fais vraiment bien, moi, je me sens pas stressé. Quand je commence à faire des trucs que je connais moins bien, ça me stresse. Alors, il y a le bon stress, ça me stimule, le mauvais stress, ça m'énile. Donc voilà, il faut juste pas aller trop loin, savoir déléguer, savoir déléguer, je sais pas dire quoi, mais en tout cas interpeller les structures qu'il faut interpeller, etc. L'action, elle doit être coordonnée. On sait ce qui marche, c'est partout, pareil. Ce qui marche, c'est toujours des actions, une approche pluriprofessionnelle, d'accord, et coordonnée. C'est-à-dire que si moi je fais un truc dans mon coin, l'autre que j'ai demandé, il fait un truc dans son coin, etc., ça ne marche pas. Vous avez une démarche qu'on appelle en silo. Les démarches en silo, ça ne marche pas. D'accord? Ce qu'il faut, c'est une démarche transversale qui soit collaborative réellement. Et puis ensuite, après, il ne s'agit pas d'avoir une approche globale qui marcherait pour tout le monde. Vous savez que tout le monde est différent. D'accord? On peut avoir une maladie d'Alzheimer. On dit la maladie d'Alzheimer, mais on a des malades atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que chaque malade est différent. Donc, si vous avez un programme de prévention qui s'attache à l'ensemble, vous savez que moi, j'interviens aussi pour tout ce qui est chute, etc.
On sait bien que dans les problèmes de rééducation, de réadaptation de la chute, si vous avez un protocole X ou Y que vous déclinez à chaque patient, c'est un échec. Parce qu'il faut absolument le personnaliser, ça c'est important. Donc l'idée, après, c'est les terrains, c'est comment, pour cette personne-là, quel est le bon outil, quelle est la bonne approche, quel est le bon moment, etc. etc. Et ça, c'est intéressant. Et donc c'est là où vous avez des rôles, les EMASP, le CETD, enfin je ne sais plus si on appelle ça encore CETD, c'est vrai, d'accord. Voilà, des choses comme ça qui peuvent vraiment nous aider. CETD, c'est Centre d'évaluation et traitement de la douleur, par exemple. Ici, vous en avez un à Valenciennes, et c'est tout. Après, il y a des consultes de douleur après. Ouais. Ok. Donc la prévention de la douleur en EHPAD, donc on sait que les facteurs clés, c'est l'implication et la sensibilisation, ça si on n'arrive pas à l'appliquer. Donc dans nos approches, c'est sûr que plus vous avez des équipes soignantes avec vous, mieux c'est, hein, ça c'est sûr. Encore une fois, le problème des référents, attention, à pas tout centrer sur une personne, parce que si cette personne part, tout s'effondre. Donc l'idée, c'est d'essayer de toucher le plus grand nombre pour que ça soit pérenne. Vous savez qu'un des problèmes des EHPAD, c'est aussi la rotation des agents, hein, d'accord. Parfois même dans les ESPREV aussi, hein, c'est possible. L'approche pluriprofessionnelle, on en a parlé. La mise en pratique immédiate. Il n'y a rien de pire que si on met en place un truc, que vous construisez quelque chose, et que la mise en action, donc avec le kit EPADOL par exemple, soit 6-8 mois après. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que le soufflet, c'est pour ceux qui font un peu de cuisine, il retombe très vite. Et c'est dommage. Parce que c'est nettement meilleur quand il est encore bien chaud. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, l'application, elle doit être vraiment le plus rapide possible. Et puis on doit réévaluer et suivre. Hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas suivre 10 thématiques en même temps. Ça ne sert à rien. Enfin, moi, ça, c'est mon point de vue. Ne lancez pas trop de trucs, trop d'actions, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas le temps de suivre ça. Et l'efficacité, elle sera moins perçue. Parce que les gens, ils veulent vous voir aussi. Ils veulent, enfin, je crois, hein, ils ont besoin de ça. Donc le suivi régulier des actions, c'est vraiment, on sait que ça marche comme ça. Et c'est valable pour tout, hein, d'ailleurs. D'accord. Et puis, on est là aussi, on n'est pas là pour stigmatiser, dire, montrer un manque, mais au contraire, valoriser ce qui est fait, quel que soit le niveau du départ. Il y a des EHPAD qui sont hyper aboutis sur la prévention. Il y en a d'autres où ça va vous faire peur. Enfin, où ça vous fait peur, peut-être. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est le chemin. C'est vers quoi ils tendent. C'est sûr. Voilà, donc finalement, plutôt que du prêt-à-porter, l'ESPREV doit être fait du sur-mesure, donc par rapport au travail collaboratif qui est le nôtre, voilà, pouvoir un petit peu ajuster tout ce qui est fait pour faire en sorte que ça s'améliore. Voilà, c'est une petite phrase de conclusion. Est-ce que ça appelle des commentaires? Je vais terminer même, c'est sûr. Pas de commentaires? Eh bien, merci de votre attention soutenue.